Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce séminaire étudiant où nous aurons l'opportunité d'entendre Madame Julie Monette, diplômée à la maîtrise à l'UQAM, qui nous présentera son sujet dont je vais revenir dans quelques instants. Alors, nous allons utiliser la plateforme Zoom à laquelle vous êtes présentement, dans laquelle vous assistez présentement. Les micros ont été fermés, les caméras peuvent être ouvertes. Nous ne sommes pas en mode webinaire, alors il n'y aura pas de souci de ce côté-là. La présentation de Mme Monette sera enregistrée et éventuellement disponible sur le site du CRIF-PEQ. Donc, voilà. Pour les interventions, donc, nous assisterons dans un premier temps à la conférence, à la présentation, puis nous pourrons ensuite répondre aux questions, commentaires, suggestions que vous souhaitez bien partager avec notre conférencière, avec Mme Monette. Donc, vous pourrez à ce moment-là utiliser la discussion, ou ça peut être fait aussi, donc le petit module de discuter pendant toute la conférence, mais vous pourrez aussi lever la main et on pourra vous donner le droit d'interpeller Mme Monette de vive voix, donc en ouvrant votre micro. Alors, je prendrai les droits de parole à ce moment-là et tout ça se déroulera, bien entendu, après la présentation. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos deux conférencières, mais plutôt plus particulièrement Mme Monette, qui est présentement étudiante au troisième cycle à l'UQAM, mais comme je vous le disais précédemment, qui a terminé sa maîtrise en éducation à l'UQAM. Elle est accompagnée par Mme France Gravel, qui est professeure titulaire aussi à l'UQAM en gestion, plus particulièrement au département d'éducation et pédagogie. Donc, sans plus tarder, le sujet aujourd'hui, c'est ce qui va porter sur les stratégies pédago-numériques pour favoriser la relation pédagogique à distance. Alors, l'objectif de la présentation est de mettre en avant les différentes stratégies pédago-numériques qui favorisent la création d'une relation pédagogique à distance et en enseignement supérieur. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Monette qui pourra nous partager justement les résultats de sa recherche. À vous la parole, Mme Monette. Donc, bonjour à tous. Je vais juste présenter mon écran. Ce ne sera pas bien long. Est-ce que vous arrivez bien à voir? Oui. Parfait. Donc, comme Hélène l'a dit, ma présentation porte sur les stratégies pédago-numériques pour favoriser la relation pédagogique à distance. Aujourd'hui, je vous présente une certaine partie des résultats. C'est sûr que je ne vous présente pas tout. C'est un mémoire de 200 pages, donc ça aurait été plutôt long. Je fais un petit résumé pour vous présenter les stratégies et les défis qui ont été recueillis dans ma recherche. Ça a été une recherche qui a été faite sous la direction de Mme France Gravel. Donc, je vous fais un petit retour sur la problématique, le pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Puis, on passe un petit peu avec les concepts du cadre théorique, la méthodologie rapidement. Puis, je m'attarde plus longuement sur les résultats et la discussion. Puis, par la suite, vous pourrez également poser des questions et participer un petit peu à l'élaboration d'une question que j'ai terminé la présentation avec. Excusez-moi, la formulation était spéciale. Au niveau de la problématique, donc, dans mon rôle de conseillère pédagogique, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à la relation pédagogique. Et petite anecdote, j'ai commencé mon travail le 13 mars 2020. Donc, c'est certain que ça, c'était mon premier emploi. Je rentre pendant la pandémie, la date exacte. Donc, c'est certain que pour moi, l'enseignement à distance, l'enseignement en ligne a pris une grosse part de mon métier. Et on sait que de nos jours, les technologies, ça répond vraiment à un besoin de personnalisation de l'enseignement, d'adaptation aux besoins variés et grandissants. Donc, on veut de plus en plus changer ce mode de pensée. Donc, on intègre de nombreuses modalités d'enseignement, d'outils qui ont fait leur entrée. On parle d'enseignement comodal, bimodal, autoportant, formation à distance, etc. Donc, je me suis intéressée un petit peu à cela, principalement au changement de paradigme que ça amène. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus longuement plus tard, mais on sait qu'à distance, ça demande un changement de paradigme pour l'enseignant qui doit mettre les étudiants un peu plus dans un rôle central. Et ce qui amène, selon la littérature, un appauvrissement de la relation en comparaison au mode traditionnel. Il y a plusieurs hypothèses pour l'expliquer, mais on peut parler notamment de la distance physique, ou sinon de la distance sensorielle, le manque de moyens technologiques et économiques qui peuvent limiter un petit peu les échanges entre les participants entre eux, mais également entre les participants et l'enseignant. Donc voilà pour la problématique.
Pour mon cas théorique, je vais passer quand même brièvement, mais j'ai pris le modèle de Houssay, qui est le modèle qui fait consensus au niveau de la relation pédagogique, qui décrit celle-ci comme étant l'ensemble des rapports sociaux qui s'établissent entre un éducateur et ceux qui l'éduquent pour aller vers des objectifs éducatifs dans une structure institutionnelle donnée. Donc, selon son triangle didactique, en fait, tout l'espace pédagogique est représenté par 3 branches, donc la relation didactique, qui est entre l'enseignant et le savoir, la relation d'apprentissage, qui est entre le savoir et les apprenants, et la relation pédagogique, qui est entre l'enseignant et l'apprenant. Donc, pour qu'il y ait apprentissage, on a besoin des 3. Donc, moi, je me suis intéressée, comme je vous ai dit, à la relation pédagogique. Au niveau de la distance, donc, il n'y a pas de modèle qui fait consensus comme celui de Houssay, par exemple. Par contre, il y a eu plusieurs remises en cause du triangle qui permettent de donner différents modèles qui pourraient être proposés. Donc, on a Faber en 2002 qui proposait de rajouter un 4e pôle au triangle qui se nomme le groupe. Pour lui, le groupe, ça ferait référence à l'éparpillement géographique des étudiants et des étudiantes, aux interactions qu'ils vont avoir entre eux, mais aussi avec la personne chargée de les encadrer. Ensuite, on avait Lombard en 2007 qui a proposé un dispositif cyberprof. Donc, pour lui, en fait, ce dispositif ferait référence à tous les choix technologiques, aux stratégies pédagogiques qu'un enseignant met en place dans son cours. Et finalement, on a Gell-Mann, je ne suis pas sûre que je prononce bien le nom, mais qui emboîtait le pas à Didier Paclin pour créer le triangle didactique. Donc, pour lui, en fait, les technologies prennent une place centrale. Pour lui, tous les savoirs, les interactions vont évoluer à travers cet axe. Donc, voilà les différents modèles que j'ai étudiés dans ma recherche. Et au niveau de la relation pédagogique à distance, comme je l'ai dit tantôt, il y a un changement de rôle. Donc, notamment, il faut donner une place plus centrale à l'élève, valoriser son autonomie, dépasser un peu le modèle traditionnel. On dit dans la littérature que le formatrice devient plutôt guide que transmetteur de savoir. Et il n'a plus le contrôle absolu sur l'information transmise, puisqu'il y en a qui sont transmises par la distance également, par les forums, par l'Internet et tout. Ce que je pense qui est également vrai en présentiel de nos jours. Donc, voilà pour ça. Au niveau des concepts qui sont retenus pour ma recherche, il y en a 3. Je me suis intéressée à ces 3-là. Tout simplement, il y en a plusieurs. Là, il y a plusieurs modèles qui peuvent expliquer la relation pédagogique, mais ces concepts-là, j'aimais leur nom et je trouvais qu'ils représentaient bien la vision que j'avais de la relation pédagogique. Donc, c'est les concepts de Cosmopoulos. On parle du climat d'apprentissage, de la présence de l'enseignant et de la qualité relationnelle. Donc, le climat d'apprentissage, ça fait référence au fait que les étudiants dans un cours se sentent acceptés. Donc, sont disposés à apprendre. On parle d'empathie, de prise de conscience du non-verbal, de métacognition, de techniques d'ouverture en classe, etc. Au niveau de la présence de l'enseignante ou de l'enseignant, on parle ici pas de la présence physique, là, comme on peut voir sur l'image, on parle vraiment d'un adulte qui va être véritablement présent, qui va amener les étudiants et les étudiantes à les amener à avoir des motivations, à se définir comme personne, parce qu'on sait qu'un enseignant, ce n'est pas juste un transmetteur de savoir, justement, ça aide un individu à progresser grâce à son autorité morale. Finalement, on a la qualité relationnelle. La qualité relationnelle, ça se définit sous 3 sous-concepts. On parle d'omniprésence, d'éducativité et d'authenticité. Au niveau de l'omniprésence, on parle d'un enseignant qui va être constamment en aisance dans ses interventions. Donc, c'est-à-dire qu'il va être assez stable, il va toujours agir de la manière qu'il a définie selon les règles qu'il a établies lui-même. L'éducativité, ça fait référence au comportement attendu d'un pédagogue. Donc, on a tous une image de c'est quoi un pédagogue, on s'attend à ce qu'il agisse d'une certaine façon et que ces comportements vont tendre pas trop vers la fusion ni trop vers la distanciation. Finalement, l'éducativité, ça fait référence, à l'authenticité, le 3e sous-concept, ça fait référence au fait que le produit relationnel est conforme à son apparence. Donc, ça mérite le nom de relation pédagogique et que son existence est sincère, est définie selon des motifs sincères et non suspects ou nocifs. Donc, ces 3 concepts, en fait, ça a permis de créer pour moi mon questionnaire et des sous-questions qui faisaient référence vraiment au climat d'apprentissage en classe virtuelle, à la présence de l'enseignant en classe virtuelle et à la qualité relationnelle en classe virtuelle. Donc, voilà pour le cas théorique. Je suis passée quand même assez rapidement pour donner plus d'espace aux résultats. Donc, au niveau de la méthodologie, c'est une recherche qui est mixte. Donc, il y avait un questionnaire et des entretiens.
donc des résultats qui sont qualitatifs et quantitatifs. Elle est interprétative, ce qui veut dire qu'elle découle de l'expérience des participants, des participantes. Il n'y avait pas d'hypothèse, c'est vraiment ce que les participants ont dit qui a été analysé. Au niveau de la sélection des participants, j'avais la demande pour faire le questionnaire, en fait, d'avoir 3 ans d'expérience en enseignement postsecondaire. Donc, mes résultats font seulement référence aux participants qui étaient au collégial ou à l'université et 2 semestres en formation en ligne et à distance. Ça, c'était quand même facile à combler finalement parce que ma recherche a pris une autre tournure avec la pandémie et j'ai attendu quand même qu'il y ait plusieurs semestres qui soient passés en ligne. Donc, les résultats ont été recueillis en février 2021. Donc, il y avait eu 2 semestres, 1 semestre et demi en ligne pour m'assurer que les stratégies que j'allais recueillir n'étaient pas des stratégies nécessairement de mode urgence. C'était avec un petit peu d'adaptation, qu'est-ce que les enseignants ont fait. Au niveau du questionnaire, j'ai eu 92 répondants-répondantes et de ceux-ci, 5 participants-participantes ont participé à une entrevue semi-dirigée. Pour le traitement des données, ça a été fait avec Lime Survey et NVivo. Donc, maintenant, les résultats. Pour les résultats, comme je vous ai dit plus tôt, j'ai vraiment séparé mes tableaux en fonction des concepts retenus. Donc, tout d'abord, pour les stratégies pédagogiques pour favoriser un climat de classe positif en classe virtuelle. À chaque fois, je vais vous nommer les 3 principales, puis je vais vous nommer aussi ceux qui ont été nommés dans « Autres », puis qui ont été retenus par leur intérêt. Vous allez pouvoir avoir la présentation par la suite sans problème, donc si vous voulez regarder plus attentivement les résultats. Donc, au niveau du climat de classe, la stratégie qui revient le plus, c'est l'utilisation de l'humour, 90% quand même. Le fait de mettre en place des consignes claires et de favoriser les discussions qui sont constructives. Il y a également des personnes qui avaient rajouté le fait d'établir des rencontres de commentaires. Donc, c'est-à-dire, à la fin de leur cours, ils demandaient aux étudiants « Que changeriez-vous? Que remplaceriez-vous dans mon cours? Comment ce remplacement-là que vous proposez peut rencontrer les critères du cours? » On parlait également d'être le plus ludique possible, de créer vraiment aussi un environnement social sur Teams avec des canaux privés, avec vraiment comme une vie dans Teams, une vie sociale. De diviser les cours aussi lorsqu'il y a trop d'étudiants. Donc ici, on parlait même d'un groupe de 40 étudiants, ce qui n'est pas tant que ça, de le diviser en 4 groupes de 10 où l'enseignant va se promener et discuter avec les étudiants. Et finalement, de faire beaucoup de discussions pour confronter, valider les perceptions par rapport aux travaux, par rapport à la matière avec les étudiants. Donc, voilà pour les stratégies pour le climat. Au niveau des défis en ce qui concerne le climat, on avait l'idée de valider avec les étudiants et les étudiantes l'acceptation des consignes, de diagnostiquer les connaissances préalables des étudiants et des étudiantes et de sonder les champs d'intérêt des étudiants et des étudiantes. Donc, ici, on peut voir que c'est quand même 3 choses qui sont en lien avec le fait de connaître les étudiants. Donc, connaître c'est quoi leur motivation, leur connaissance, leur champ d'intérêt, mais aussi l'idée de valider avec eux qu'ils ont bien compris. Donc, à distance, ça semble être un enjeu qui a été nommé quand même plusieurs fois. Le fait que, par exemple, dans Autres, on avait nommé l'engagement des étudiants, le fait que les étudiants peuvent ne pas suivre le cours et on ne s'en rendrait pas nécessairement compte parce que leur caméra est fermée, par exemple. On parle aussi du non-respect des consignes, la difficulté, en fait, pour l'enseignant, l'enseignante à mettre en place une conséquence lors du non-respect des consignes. Parce que, oui, on peut bien en mettre, mais en ligne, c'est plus difficile qu'en présentiel de sortir un élève de sa classe, par exemple. Le défi d'instaurer un climat de classe qui est dynamique, basé sur l'interaction avec les étudiants durant les cours. Donc, ça semble être plus difficile. Et le nombre d'étudiants qui peut être trop élevé dans les groupes et que ça paraît plus, en fait, à distance qu'en présentiel, selon certains. Donc, voilà pour le climat. J'ai aussi recueilli certaines stratégies un peu plus concrètes dans ma recherche. Donc, il y avait des questions ouvertes et les entretiens qui permettaient d'écrire, en fait, quelles stratégies vraiment les enseignants utilisaient. Donc, par exemple, je ne vais pas toutes les lire, mais quelques-unes. L'idée de prendre 5 minutes avant et après le cours à distance. Donc, c'est fait en présentiel. L'enseignant est souvent là dans sa classe avant et après. Là, on disait que ça serait bien de faire la même chose à distance. Donc, un petit 5 minutes avant pour parler du week-end, pour parler de tout autre sujet intéressant. Et après le cours, la même chose. L'idée d'utiliser la classe inversée. L'idée aussi de noter les tentatives aux exercices plutôt que la qualité des réponses.
Ça, c'est quand même venu souvent comme commentaire, en fait, l'idée qu'en ligne, on n'est pas obligé nécessairement d'évaluer toujours la qualité des réponses, mais juste la participation à certains questionnaires peut être évaluée, donc la tentative. Oh, je pense qu'il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert. OK. Utiliser les plateformes de questionnaires en ligne en partageant l'écran. Utiliser l'humour, encore une fois, c'est nommé. Favoriser les discussions ouvertes. Offrir plus de temps, d'opportunités aux étudiants plus réservés. Donc, voilà. Donc, il y en a plusieurs. Vous pourrez éventuellement, justement, les lire un petit peu plus attentivement. Au niveau des stratégies pour faire ressentir la présence. Donc, il y avait l'idée de se montrer empathique, d'offrir des disponibilités en dehors des heures de classe et de se montrer rassurant. Donc, on peut penser ici que se montrer rassurant, ça peut être en lien aussi avec la pandémie. Donc, je pense que c'est toujours important pour l'enseignant de se montrer rassurant au niveau des notes, au niveau des travaux à remettre, mais je pense que c'est peut-être un accent un peu plus gros. Là, on voit 87% quand même sur 92 répondants qui mettent cette stratégie-là. Donc, d'autres stratégies qui avaient été nommées, encore une fois, de débuter le cours avec une discussion libre pour permettre aux étudiants de s'exprimer et de créer un lien avec leurs collègues. Et une personne a nommé aussi la stratégie de répondre aux messages Teams, même le soir et les fins de semaine. Bon, je ne suis pas sûre que c'est une stratégie qu'on veut tous mettre en place, mais quand même, ça peut fonctionner pour certains d'être très présent sur les messageries instantanées ou les courriels. Au niveau des défis, on a connaître les motivations des étudiants et des étudiantes, apprendre le nom des étudiants et des étudiantes et varier les manières d'offrir de la rétroaction. Donc, encore une fois, au niveau des défis, on voit que c'est des défis qui sont en lien avec le fait de connaître vraiment les étudiants. D'autres défis qui ont été mentionnés, encore une fois, le fait qu'à distance, les étudiants peuvent être facilement distraits, donc c'est difficile d'être présent. En fait, ils s'autorisent plus d'absence, ça a été nommé aussi. C'est plus difficile pour certains de prendre la parole. Même un enseignant disait, même si je fais un questionnaire diagnostic pour connaître les motivations de mes étudiants, je perds le fil un petit peu en ligne. C'est difficile de voir avec qui, quelle motivation est avec qui. Je perds un peu le fil. La difficulté aussi d'avoir de la rétroaction, de la participation active. Donc, parce que les étudiants ne vont pas nécessairement être présents ou vont pas ouvrir leur caméra ou leur microphone. Donc, ça, je pense qu'on l'a entendu quand même beaucoup là, pendant la pandémie, ce défi-là. Donc, au niveau des stratégies en lien avec la présence, on parle d'offrir davantage d'heures de disponibilité et de répondre plus rapidement en ligne qu'en présentiel. Selon l'étude de l'Université de Laval, en fait, en ligne, on devrait répondre dans un délai de 48 heures jour ouvrable maximum. Donc, c'est plus fréquent que ce qu'ils recommandent, en fait, pour le présentiel. Tout simplement parce que, de manière générale, on a besoin de plus de contacts en ligne, plus de communication, aussi ça a été nommé, plus de rappels pour que les étudiants se sentent vraiment engagés. Donc, autre stratégie, établir des limites quant au délai de réponse, donc donner vraiment des disponibilités. Tisser des liens de confiance en s'intéressant à leur vie. Rappeler aux étudiants que c'est un safe space de venir voir l'enseignant en ligne. Et beaucoup mentionnaient aussi la stratégie de ne pas répondre nécessairement par courriel, mais de plutôt répondre à un courriel qui dit « on peut se rencontrer en Zoom ». Donc, de demander aux étudiants une rencontre virtuelle plutôt que de répondre par courriel. On avait aussi insisté pour que les étudiants ouvrent minimalement leur caméra à 3 moments s'ils ne veulent pas l'ouvrir en temps normal, donc soit pour dire bonjour, pour dire au revoir, et chaque fois qu'ils interviennent ou posent une question. Sinon, convier les étudiants à écrire sur les messageries instantanées plutôt que par courriel. Ça crée un dynamisme un petit peu dans le cours. Finalement, une autre stratégie que je vais nommer, préserver l'horaire déterminé. Donc, souvent en ligne, certains enseignants ne vont pas respecter la qualité, l'horaire déterminé, semble-t-il. Donc, cette personne-là mentionnait l'idée que l'école est un endroit, l'établissement d'enseignement, où on doit se présenter à une heure précise, peu importe l'état mental, la fatigue, et que c'est important d'être présente, et que ça aide les étudiants aussi à avoir un certain horaire, donc de le préserver. Par la suite, je vous donne beaucoup d'informations, mais vous allez pouvoir vraiment prendre le temps de poser vos questions et de relire. Donc, au niveau des principales stratégies pour assurer la bonne qualité relationnelle, on parle d'être transparent, d'encourager les échanges sincères, donc les 2 à 80%, et de mettre en place des limites et des balises claires. Sinon, d'autres stratégies, on parlait de dédramatiser les situations en projetant dans un futur positif les élèves. Donc, encore une fois, je pense que cette stratégie-là est en lien peut-être avec le contexte.
Au niveau des défis, pour assurer la bonne qualité relationnelle, c'est le fait d'encourager les échanges sincères, de planifier les interventions importantes et de mettre en place des balises claires. Donc, on voit que les stratégies les plus fréquentes sont aussi les plus grands défis des enseignants, des répondants, en fait, au questionnaire. Ici, beaucoup d'autres ont rajouté des défis, excusez-moi. Donc, établir une relation dialogique entre enseignants et étudiants. Le fait aussi que cette qualité-là peut être, cette qualité relationnelle-là, des fois, elle est chambranlante un petit peu à cause des éléments du contexte virtuel. Donc, par exemple, on a mis plusieurs situations, là, mais les frères en bobette qui passent dans la caméra, la difficulté, en fait, à suivre les interactions en ligne des étudiants qui sont sur d'autres médias. Et encore une fois, on revient avec l'absence de participation et d'implication. Je pense que ça a été nommé à tous les différents concepts, là, ce défi. Au niveau des stratégies pédagogiques en lien avec la qualité relationnelle. Donc, on avait une stratégie qui se nomme l'activité boomerang qui avait été nommée. Donc ici, on enlève la charge un petit peu à l'enseignant de devoir nommer un étudiant pour répondre à une question. En fait, c'est les étudiants qui le font à tour de rôle. Donc, on pose une question à un étudiant qui doit en poser à une autre et ainsi de suite. On avait une autre stratégie que j'ai trouvée intéressante. C'était en début de cours pour faire un retour sur la matière plus complexe. Utiliser un PowerPoint avec des images animées comme des GIFs montrant différentes humeurs. Donc, la personne m'avait montré un petit peu en entretien, c'est comme un diaporama avec plusieurs GIFs fâchés, tristes, en colère, contents, très heureux. Et on demandait aux étudiants de choisir l'humeur dans laquelle ils sont pour commencer le cours par rapport à la matière du dernier cours, par exemple. Avoir une politique personnelle de non-jugement, ne jamais dire qu'une question est bête. Bon, ça, je pense que c'est une stratégie à utiliser, peu importe le contexte. Rappeler l'importance aux étudiants de dire bonjour et de commencer leur message en disant bonjour. Donc, ça ici, ça venait du fait que plusieurs enseignants avaient nommé le fait qu'en ligne, les étudiants pouvaient écrire très directement, sans les formules de politesse, mais que c'est quand même important pour l'enseignant à un moment d'avoir quand même ces messages-là qui commencent par bonjour, comment ça va, pas juste la question. Donc, poser beaucoup de questions ouvertes, se montrer vulnérable par moment. Rappeler aux étudiants que l'expérience des cours en ligne est récente pour beaucoup d'enseignants, donc les amener à co-construire le cours avec eux. Ça aussi, c'est revenu beaucoup comme stratégie, donc autant comme je l'avais nommé au début, de leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé du cours, mais aussi de les amener à co-construire le cours, donc de eux-mêmes créer des activités. Faire le plus de blagues possible, donc encore une fois, l'humour. Bon, ici, on a d'autres stratégies que, encore une fois, je ne suis pas certaine que tout le monde le ferait, mais sans rentrer dans la bulle des étudiants, possible de commenter les décors chez certains. Je pense que ça dépend vraiment de la relation qu'on a. Modifier son fond d'écran à chaque cours pour susciter la discussion. Donc, voilà pour les stratégies. Donc, j'ai fait le tour des stratégies que j'ai recueillies, mais je voulais quand même faire un petit aparté sur des informations qui étaient ressorties des entretiens que je trouvais intéressantes. Donc, au niveau de la relation pédagogique de manière générale, 4 personnes sur 5 interrogées croient que la relation s'est appauvrie en ligne. Par contre, au niveau positif, 100% considéraient quand même leur relation comme étant bonne. Bon, c'est sûr que c'est un faible échantillon, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Le défi, encore une fois, c'est de connaître les aspirations, les motivations ou simplement connaître les étudiants. Donc, on voit qu'en ligne, c'est vraiment le gros défi. Le peu de camaraderie aussi. Le manque de spontanéité et d'engagement des étudiants. Le peu de moments externes au cours, donc avant, après les pauses, en ligne, il faut vraiment les créer. Ces moments-là, si on veut qu'ils existent, en fait. Et l'humour qui tombe à plat parfois, personne rit à leurs blagues. Donc, sinon, au niveau plus positif, les gens ont mentionné que l'expérience améliore la relation. Donc, plus ils ont donné des cours en ligne, différentes sessions, plus ils sentaient que leur relation pédagogique avec leurs étudiants s'améliorait. Aussi, il y en a qui ont réalisé avec l'expérience que moins de technologie, c'est plus facile. Donc, de faire des choix, par exemple, choisir d'utiliser seulement Kahoot et ne pas utiliser WooClap aussi, puis NetQuiz. Donc, choisir vraiment une ou deux plateformes avec lesquelles on est à l'aise, que les étudiants vont maîtriser éventuellement et que ça va être plus facile d'avoir de l'interaction et de la participation parce qu'ils vont vraiment maîtriser les outils. On a aussi l'idée que la relation individuelle avec les étudiants est plus forte en distance parfois.
Donc, peut-être au détriment du climat de classe, mais beaucoup d'enseignants ont mentionné avoir des plus grandes relations avec certains individus et que la gêne est moins présente. Donc, la gêne autant pour l'enseignant que pour les étudiants qui étaient plus timides, qui vont participer davantage, qu'on va connaître un peu plus en ligne parce qu'ils vont peut-être parler dans le clavardage ou être plus à l'aise devant la caméra qu'en présentiel. Petite citation ici qui représente bien un petit peu aussi ce que j'avais dit dès le départ au niveau du cas théorique. Donc, de façon générale, c'est une enseignante hétérogène, excusez-moi. De façon générale, je pense que quand je suis quand même proche avec mes étudiants. Je n'ai pas vraiment un rôle d'autorité disciplinaire quand je suis en classe. C'est plutôt que je vais vous guider à apprendre. Je les place vraiment au centre de leurs apprentissages, puis j'essaie d'avoir beaucoup d'interactions avec eux en classe, faire des jokes, en apprendre sur leur vie et à l'extérieur aussi. Donc, cette personne-là mentionnait vraiment l'idée du changement de rôle, d'être plus un guide et de mettre les étudiants au centre de leurs apprentissages. Donc, je trouvais ça pertinent pour faire un petit round-up. Donc, pour la discussion, je ne vais pas m'attarder trop longuement là, pour vous laisser vraiment la place à la participation de vous. Mais en bref, 92% des répondants dans mon questionnaire, donc sur 92 répondants, croient que la distance affecte négativement la relation pédagogique. Donc, ça prouve l'importance, en fait, de démontrer qu'il y a des stratégies qu'on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Les principaux obstacles, je les ai nommés plusieurs fois, là, mais c'est de créer un contact, parfois en l'absence de visuel aussi, et d'impliquer vraiment les étudiants, les étudiantes. Un autre point aussi que je répondais dans ma recherche, c'est que la difficulté semble être plus liée à la mise en place de la relation plutôt qu'à sa conservation. Donc ici, il y avait beaucoup de participants qui avaient une expérience pré-COVID avec un groupe. Donc, on parle des groupes qui étaient en présentiel et qui ont été transférés en ligne. Donc, pour les enseignants, c'était plus facile, selon eux, de préserver la relation qu'ils avaient déjà créée en présentiel avec ces étudiants-là que de recommencer à zéro avec le groupe suivant qui était 100% en ligne. La recherche aussi, il y avait quelques résultats sur les facteurs tels que l'âge, le niveau d'études, le poste occupé ou l'expérience, qui semblent être des facteurs qui peuvent affecter la relation pédagogique à distance. Et finalement, pour résumer, les principales stratégies recueillies sont vraiment en lien avec ces 4 concepts-là. Donc, être ouvert, utiliser l'humour, être présent un peu partout en réel sur les messageries instantanées, faire des rencontres Zoom individuelles, etc., rencontrer des sous-groupes, donc être très présent, plus qu'en présentiel, et l'idée du partage, donc co-construire le cours avec les étudiants et les étudiantes, avec les collègues, etc. Donc, en conclusion, pour mes résultats, je peux re-mentionner le contexte pandémique a nettement influencé les résultats, même si je pense avoir le mieux possible attendu pour que ça le fasse le moins possible. Mais quand même, je pense que c'est intéressant parce que ça donne une photographie, une image de ce que c'était à ce moment-là, quelles stratégies ont été développées par ces enseignants-là. Je pense que l'identification des résistances, des défis, des stratégies peuvent alimenter la réflexion quant à la formation future des enseignants et des enseignantes. C'est sûr qu'en tant que conseiller pédagogique, c'est très intéressant d'avoir ces résultats-là pour aider à créer des formations qui sont plus concrètes avec des outils qui viennent des enseignants. Donc ça, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Au niveau des limites de ma recherche, il y en avait 3 principales. Tout d'abord, je n'avais pas de questions sur le nombre d'étudiants et d'étudiantes. Donc ça m'a été beaucoup mentionné en commentaire. En fait, pour beaucoup, ça influence la relation pédagogique d'avoir un groupe plus petit ou un groupe plus grand, ce qui est assez normal. Donc, c'était une erreur de ma part de ne pas avoir mis cette question-là. Au niveau des répondants, il y en avait beaucoup qui provenaient du milieu collégial privé, puisque c'est mon milieu de travail. J'avais une facilité à leur demander de répondre à mon questionnaire. Quand même, il y a aussi beaucoup d'autres participants qui venaient du collégial et un peu moins au niveau universitaire, mais il y a quand même une bonne proportion. Puis la sélection des participants aux entretiens, j'en ai choisi 5, comme je vous disais, de ceux qui avaient levé l'anonymat. Par contre, j'avais pris comme critère l'idée d'avoir un bassin assez varié, donc un chargé de cours à l'université, un enseignant à l'université, un chargé de cours au cégep, puis un temps plein au cégep. Puis je pense qu'il y avait 2 temps pleins au cégep parce qu'il y en avait plus. Par contre, j'avais juste pris ce critère-là, puis j'ai réalisé par la suite que 4 sur 5 avaient peu d'expérience, donc moins de 5 ans. Donc, ça aurait été intéressant aussi de prendre en compte ce critère-là dans mes choix de participants.
Donc, au niveau du futur, je pense qu'on peut voir que les résultats démontrent l'importance de la présence, de l'engagement et de la qualité de l'enseignement. Donc, comment on va faire pour engager davantage les étudiants et comment on va faire pour améliorer la qualité de l'enseignement en ayant maintenant un petit peu de ressources, un petit peu de stratégie pédago-numérique pour aider. Donc, en terminant, je vous demande si selon vous, il y a d'autres stratégies pédago-numériques que vous connaissez qui pourraient favoriser la relation pédagogique à distance. Donc, je vous remercie, puis je vais être disponible pour répondre aux questions. Merci, Madame Monette. C'était fort intéressant d'entendre toutes ces stratégies que vous avez étudiées. En tout cas, moi, ça m'a intéressé vivement. Alors, j'invite les participants, si vous avez une question, commentaire, suggestion à apporter aux propos de Mme Monette. Donc, je vous invite à utiliser le petit, dans la barre de tâches de Zoom, la discussion, ou bien de lever la main tout simplement aussi dans les outils de réaction de Zoom. Et je pourrai vous accorder la parole. Alors, M. Bourguignon, à vous la parole. Bon, je vais briser la glace. Merci, Madame Monette, pour votre présentation. J'ai trouvé ça fort intéressant. Je vous félicite vraiment d'avoir mené cette recherche-là. Je pense qu'on en a besoin de plus de recherches comme celle-là. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de stratégies qui ont été mentionnées par les participantes et les participants qui peuvent très bien s'appliquer en classe, c'est-à-dire en présentiel. Peut-être 10% sont plus spécifiques à l'environnement numérique Zoom ou Teams. Puis il y a certainement des recommandations que je vais pouvoir utiliser dès l'automne prochain. Fait que ça, je vous remercie pour ça. Moi, j'ai une question. En fait, je n'avais pas une suggestion de stratégie, mais peut-être une question qui m'a un petit peu surpris dans une des recommandations qui ont été faites, c'est d'utiliser le synchrone plutôt que l'asynchrone. Moi, j'ai plus l'impression que c'est des stratégies qui se complètent, mais je ne sais pas si vous avez eu des commentaires à ce sujet-là ou si vous pouvez aller un petit peu plus loin. Oui, bien, en fait, je pense que la proportion d'enseignants au collégial vient affecter ce résultat-là. Je pense que le synchrone, effectivement, les deux ensemble, c'est bien, c'est mieux, en fait, je pense, si on a les deux. Mais au niveau collégial, de ce que je constate, c'est pas nécessairement favorisé et pas accepté, en fait, par beaucoup de cégeps de faire de l'asynchrone. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de participants qui avaient l'expérience de pouvoir comparer les deux déjà là. Je pense que les deux peuvent être complémentaires et dépendre aussi du type d'étudiants qu'on a devant nous, là. Mais je ne peux pas aller plus loin que ça. Je pense que c'est vraiment en lien avec le pas d'expérience. Donc, ils ne pouvaient pas en faire. Ils ne savaient pas qu'est-ce que ça amène comme engagement pour les étudiants d'être en asynchrone et d'avoir peut-être cette flexibilité-là. Ouais. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait rajouter un élément là-dessus un petit peu plus que moi. Pas de problème. J'aurais une autre question pour vous. Est-ce que vous croyez que l'interface de NA peut influencer le sentiment de présence chez les enseignants et les étudiants? On parle l'esthétisme un petit peu de l'interface? C'est pas précisé. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question... Ben, je pense que dans les recommandations qu'on avait, il y avait beaucoup la simplicité de rester les outils, les activités. OK. Ben, c'est ça, il y avait beaucoup de recommandations qui disaient de rester simple, d'avoir le moins d'outils possible, d'en avoir d'en avoir 2 ou 3 qu'on choisit, mais qu'on maîtrise super bien puis que les étudiants apprennent à maîtriser. Fait que je pense qu'au niveau de construire son NA, ben, c'est sûr que plus on limite, moins, puis plus on explique bien, on dit souvent beaucoup de communication, beaucoup de rappels. Moi, de l'expérience que je vois, c'est puis que j'ai lu dans les commentaires, c'est de vraiment tout écrire. Tout écrire ce que l'étudiant doit faire de A à Z. Pas laisser de marge de manœuvre à ce que l'étudiant puisse aller ailleurs et ne pas comprendre. Non, j'ai pas. Je vois la question. Non, Moodle ne fait pas nécessairement partie de la recherche, là. Il n'y avait pas de questions en lien avec quel NA les enseignants utilisaient, là.
C'était vraiment pas dans la recherche, mais ça aurait été très intéressant, en fait, de pouvoir comparer ça éventuellement, là. C'est certain. Alors, je vous encourage, si vous avez une question, demande d'éclaircissement, un commentaire pour Mme Monette, je vous invite à poser votre question dans la discussion ou en levant la main, tout simplement. Alors, si vous pouvez voir la question ou le commentaire, l'une des stratégies qui a été appréciée de la part de mes étudiants dans un cours en ligne asynchrone a été le courriel hebdomadaire que j'envoyais toujours la même journée. Par exemple, le mercredi, pour donner des indications, des encouragements, on m'a dit qu'on sentait ma présence de cette façon. Oui, France, elle fait ça, là. Donc, il y a beaucoup d'étudiants à chaque session qui disent « Ah, on apprécie vraiment. » C'est pas nécessairement de l'information, des fois, il n'y a pas rien à dire, mais juste de rappeler qu'on existe puis que le cours suit son fil. Là, quand on est en asynchrone aussi, ça aide beaucoup, là. Donc, en effet, très bonne stratégie, je pense. Ça renforce comme un sentiment de confiance, hein? On est comme rassuré que la personne est encore là. C'est ce que vous nous dites, c'est ça. Alors, j'aurais une question de France, justement, ou d'une intervention. C'est juste une intervention. Moi, on m'a dit souvent que j'étais plus présente, même si j'enseigne en ligne depuis des années, que les gens qui enseignent en présentiel. Juste par ces petits gestes-là, un message ou encore un petit courriel d'encouragement et surtout la pensée positive de la semaine. Donc, il y a toujours une pensée positive qui est associée à tout ce que j'envoie parce qu'en éducation, on en a besoin. Souvent, on parle du négatif puis on oublie le positif. Alors, nous n'avons pas d'autres questions ou commentaires qui se sont ajoutés. Ah, Madame Gaudette. Merci. Je pense qu'on n'a pas abordé le sujet là, parce que vous n'avez pas sondé au niveau du nombre d'étudiants par groupe, mais peut-être que dans la revue littérature, vous en avez appris à ce sujet-là. Est-ce que la qualité de la relation pédagogique diminue en fonction du nombre d'étudiants? Est-ce qu'il y a une association négative? Si le nombre d'étudiants est plus élevé, la relation est moins élevée, par exemple, et de moins bonne qualité? Ben, je ne l'avais pas posé la question, mais c'est vraiment beaucoup revenu dans mes commentaires là, à la fin du questionnaire. Donc, j'ai quand même peut-être une information. Oui, ça semble vraiment jouer sur la relation. Le fait d'avoir un grand groupe, c'est plus difficile. Ce n'est pas le même type de relation qu'on va pouvoir développer. C'est sûr que quand on a 300 étudiants, même en présentiel ou en ligne, c'est la même chose. C'est quasi impossible de savoir les noms de tout le monde, puis connaître les motivations, puis les connaissances préalables. Donc, c'est sûr que ça rend plus difficile, mais je pense qu'il faut voir ça comme faut voir une autre approche, en fait. C'est vraiment de regrouper peut-être les gens selon leurs intérêts dans le groupe. Il y avait des stratégies qui avaient été nommées, mais au niveau la relation enseignant-étudiant individuel, elle est peu présente, ou bien on va connaître peut-être 5-10 étudiants très bien, puis les autres moins. Donc, c'est vraiment je pense, la seule chose qui revenait, c'est de regrouper selon les intérêts, puis d'essayer le plus possible de co-construire le cours avec eux, mais c'est sûr que la relation elle diminue. La qualité relationnelle diminue. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose à ce niveau-là. Là. Les étudiants qui suivent des groupes de 300 vont peut-être avoir des meilleures relations avec leur père. C'est ça qu'on peut encourager, je pense. Là. Des résultats que j'ai vus. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent le mentionner. Moi, je n'ai pas donné de cours à des gros groupes. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont des opinions là-dessus. Alors, merci pour la réponse. Monsieur ou Madame Abdoulaye, à vous la parole. Bonjour, c'est Abdoulaye, monsieur Abdoulaye. Merci beaucoup à Julie pour l'exercice qui était très intéressant déjà. J'avais eu la chance, je suis étudiant encadré par Madame France Gravel aussi, hein, dans le cadre du doctorat. Bonjour France. Et même si les domaines ne sont pas les mêmes, je travaille sur la formation des adultes, ce qui m'intéresse un peu.
Mais j'ai eu la chance, dans le cadre de mon stage de recherche, de faire une recherche, de participer à une recherche pan-canadienne et une interface au Sénégal. Les cibles, ce n'étaient pas les enseignants, mais c'était plutôt les élèves. Hein. Parce que l'objectif, c'était de voir l'engagement des jeunes dans la réussite éducative et surtout voir leur perception face à leur engagement et participation à l'apprentissage. Hein. Et ça a été intéressant et je vois déjà des recoupements avec la recherche que vous avez menée, même si vous aviez plutôt regardé du côté de l'enseignant. Nous avions regardé un peu du côté de l'élève. Ce qui était intéressant, c'est que les élèves déjà à leur âge commençaient à pointer du doigt un peu la stratégie pédagogique qui devait les aider à avoir des relations d'enseignement et d'apprentissage beaucoup plus intéressantes avec les enseignants, parce que c'était dans le contexte de la pandémie et les enseignements à distance démarraient intensivement à cette période-là. Donc, pour dire qu'une bonne partie, je me retrouve dans une bonne partie des résultats et des stratégies que vous avez partagées. Et c'est vrai que j'avais aussi cette limite de nombre d'élèves plus important à interroger et le temps. Mais en fait, ce que je voulais vraiment dire, c'est que ça a été intéressant et ça m'a permis de pouvoir peut-être confirmer certains éléments, certaines tendances qui étaient sorties dans cette étude-là, de dire que la stratégie pédagogique doit être aujourd'hui questionnée, et surtout dans une approche d'enseignement à distance pour faciliter un peu la réussite pédagogique aussi des élèves. C'est vraiment ce que je voulais dire et vous remercier pour les éléments partagés. Merci. Merci pour votre commentaire. C'est vrai que la recherche, ça serait très intéressante à faire au niveau des étudiants. Là. Moi, je me suis vraiment intéressée aux enseignants dans le cadre aussi d'être conseillère pédagogique. C'est ça mon rôle. Là. Je n'ai pas de rôle avec les étudiants, mais c'est super intéressant de voir c'est quoi les stratégies qui les amèneraient à être plus engagés. Le questionnaire pourrait être posé quasi de la même façon aux étudiants. Je vois une question dans le chat. Pour les trucs pour amener les étudiants qui sont fantômes, bien, premièrement, il y en a qui vont toujours rester fantômes, je pense. Ça, il faut l'accepter. Mais dans les commentaires que j'ai pu voir, ben, il y avait l'idée aussi de demander à 3 moments d'ouvrir sa caméra. Et si les personnes ne le faisaient pas, l'enseignant le considérait comme absent. C'est sûr que il y a des trucs qui fonctionnent mieux au collégial qu'à l'université. Je pense qu'à l'université, considérer un élève absent parce que sa caméra est pas ouverte, c'est un peu... ça ne fonctionne pas nécessairement. Mais sinon, le fait de mettre les gens dans des canaux en sous-groupe, souvent les étudiants vont plus ouvrir leur caméra parce que c'est plus gênant d'être 3 ou 4 avec 3 personnes qui ont la caméra ouverte puis une qui ne l'a pas. Souvent, même, on va le voir là, par expérience dans les colloques, par exemple, où on va être en gros groupe comme en ce moment. Il y a plein de gens qui ont la caméra fermée, mais quand on se sépare en sous-groupe, les gens ouvrent leur caméra parce qu'on est 3 ou 4. Fait que c'est un peu gênant. Fait que les enseignants font ce truc-là aussi. Ça devient la personne qui n'a pas la caméra ouverte, c'est plus gênant que l'inverse. Alors qu'en gros groupe, ça paraît moins bien. Sinon, d'autres trucs pour les étudiants fantômes, ben, pas de participation, ben, c'est ça, les trucs de demander à des étudiants de faire participer les autres collègues. Ça peut aider. Parce que souvent, l'enseignant qui pointe un élève, c'est pas nécessairement une stratégie qui va être recommandée, là. Mais quand c'est les autres étudiants qui le font, ça peut enlever un petit peu cette charge-là là, de l'enseignant qui pointe. Je pense qu'il y a oui, ben, il y aurait une dernière intervention puisque le temps file. Alors, Dominique, je vous donne la parole. Oui, bonjour. Merci pour cette belle présentation. Moi, je me demandais, est-ce que vous avez vu une gradation au niveau des stratégies chez les enseignants, puisque la pandémie est arrivée, là, comme vous dites, là, vous êtes arrivé le 20 mars, donc tout le monde s'est fait un peu prendre. Fait que je me demandais si vous aviez noté une certaine gradation au niveau des stratégies pédagogiques en ligne pour augmenter le sentiment de présence des enseignants tout au long de votre recherche. Voilà. Ben, vu que mes résultats ont été recueillis au même moment, je n'ai pas fait plusieurs collectes de données. Ça a été, comme j'ai dit, en février 2021, donc après deux semestres. Donc, les stratégies à ce moment sont là, mais plus dans les entretiens, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui disaient au début, j'en mettais pas en place ces stratégies-là. J'essayais de survivre, j'essayais
maîtriser les plateformes, j'essayais de donner le cours. Puis que les étudiants soient présents ou pas, c'était pas nécessairement ça mon enjeu numéro 1, là, c'était de donner le cours. C'est par la suite que là, ils ont eu les enjeux de présence, de savoir comment soi-même être présent ont été abordés. Puis c'est là qu'ils ont développé des stratégies ou qu'ils ont vu, par exemple, pas utiliser plusieurs plateformes, se limiter, à créer des jeux, créer des trucs plus ludiques, essayer la classe inversée. T'sais, moi, je l'ai peut-être plus vu dans mon rôle de conseiller pédagogique, là, où les enseignants ont comme eu une session, même peut-être 2, à juste être en mode urgent. Puis après ça, on se met à se poser des questions sur la pédagogie. Fait que là, je pense que les stratégies que j'avais recueillies étaient un peu après, donc qui avaient commencé à être mises en place. Mais ça aurait été intéressant aussi d'avoir une collecte de données avant. Mais sauf qu'à ce moment-là, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui aurait pris le temps de répondre à mon étude. Merci beaucoup. Merci pour les précisions. Alors, le temps a filé. C'était fort intéressant. Je pense qu'on en aurait pris encore. Alors, je vous remercie, Mme Monette, pour cette présentation, en tout cas, et le partage de votre recherche qui a été en tout cas, c'était fort intéressant. Merci à Mme Gravel pour son soutien. L'enregistrement sera disponible éventuellement sur le site du CRIFPE UQ. Alors, merci à tous et à toutes pour votre présence active à cette présentation. Bonne fin de journée. Merci au revoir. beaucoup à tous. Merci, au revoir. Bonne journée.